Et c'est encore controverse de dire des choses aussi évidentes que la position neutre de ta main, c'est ça, et pas ça. Si je joue une gamme, je suis parti à New York pour étudier avec. Et ça, c'était le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, je pense, en fait. Le meilleur moment pour commencer à improviser, c'est quand on commence la musique. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Bienvenue dans Improvise-toi, le podcast musical où je m'entretiens avec des invités inspirants qui apportent leur propre touche à la musique. Depuis 2020, Impromusique accompagne des musiciens de tout niveau vers le plaisir, la liberté et la spontanéité. Je suis Norton Sonner, fondateur de cette approche musicale différente et novatrice. Dans chaque épisode, les invités partagent leur histoire et leur point de vue pour t'inspirer avec du concret. Le but est simple, t'offrir un maximum de possibilités pour jouer ta propre musique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Improvise-toi. Aujourd'hui, je reçois un pianiste au parcours hors norme, en l'occurrence toi, Arthur. Arthur, t'es interprète, t'es compositeur, t'es un pédagogue passionné. T'as construit une approche musicale profondément nourrie par tes racines brésiliennes, tes racines jazz, mais aussi la musique classique, et touché par la méthode Dalcroze et aussi l'approche Taubman, dont tu nous parleras juste après. Tu enseignes aujourd'hui dans les plus grandes institutions internationales, et il me semble que tu es du côté de Boston actuellement, c'est ça ? C'est ça. Merci pour l'invitation, Norton. Ça fait très plaisir d'être là. Ouais. Merci à toi surtout d'avoir accepté de te rendre disponible puisque tu es à l'autre bout du globe. Est-ce que tu peux compléter peut-être en quelques mots ton parcours, comment tu es tombé dans la marmite de la musique et comment tu as évolué au fur et à mesure dans tes études et pour en être aujourd'hui un musicien accompli? Ouais. Alors, je suis tombé dans la musique parce que il se trouve qu'il y avait un piano chez moi, qui n'était pas à nous, j'ai grandi avec mes grands-parents. On avait un piano qui nous était prêté par une société qui avait pas où le mettre. Et du coup, on avait un piano à la maison. Et ma grand-mère jouait un petit peu de temps en temps. Elle en avait fait quand elle était enfant. Et du coup, très vite, ça a attiré ma curiosité. Et puis moi, je venais, je jouais avec un doigt. Et puis, je faisais des petites musiques sur les touches noires qu'on m'apprenait, comme ça. Et puis après... très vite, mes grands-parents ont vu que j'avais de l'intérêt et ils m'ont mis dans des cours de musique. D'abord au Brésil. Ensuite, j'ai déménagé en Suisse quand j'avais 10 ans. J'ai étudié au conservatoire de Genève. Et puis plus tard à New York et puis maintenant à Boston. Trop cool. Et du coup, on s'était rencontrés dans le cadre de nos études à l'Institut Jacques Dalcroze à Genève. Ouais. Et moi, quand je finissais mon master, toi, tu arrivais où on s'était juste croisés. C'est ça. Je crois que j'étais même pas encore en fait. Je crois que quand on s'est rencontrés, c'était avant que je commence mon bachelor en fait en piano. Et je faisais l'improvisation avec Dominique Ray. Ah voilà. Et toi, tu finissais. Je me souviens que j'ai vu ta création de fin de master, ta chorégraphie de fin de master. Et après, toi, tu as été encore plus loin que le master puisque tu as fait le diplôme Dalcroze, c'est ça? Et au niveau jazz, d'après ce que j'ai vu, tu as été étudié à la Berklee School, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, je suis pas sûr en français non plus. Berklee. Je crois que les gens disent Berklee, mon français. Okay. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus à ton bagage déjà assez riche que tu avais en tant que pianiste? En fait, c'est drôle quand tu faisais l'introduction, tu as dit les racines en jazz. Je me sens pas très enraciné dans le jazz, tu vois. J'ai l'impression que le jazz c'est la cerise sur le gâteau un peu. C'est venu tard en fait pour moi. Mes racines sont vraiment, tu vois, dans la musique que j'écoutais en grandissant, tout ce qui est musique de jeux vidéo, tout ce qui est musique brésilienne, et puis évidemment énormément de musique classique parce que c'est tout ce que je jouais, tu vois. Et à un moment j'ai eu cette envie un peu d'étendre en fait. J'aime bien expliquer comme ça. Ça c'est toute la musique que j'aimais écouter, que j'interagissais avec. Mais ce petit cercle là à l'intérieur, c'était la musique que je jouais, tu vois. Pas juste que je jouais parce qu'au final, il y a tellement de musique qu'on peut pas tout jouer, mais la musique à laquelle j'avais l'impression d'avoir accès pour jouer. Tu vois, c'était que les répertoires classiques. Et pendant Dalcroze, à peu près pendant le master, j'ai vraiment eu cette envie d'étendre. J'ai fait 1 an, j'ai étudié 1 année à New York entre la première et la deuxième année de mon master, et puis ça aussi c'était un moment où j'ai eu de plus en plus cette envie d'étendre, quoi. Et du coup c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fond à travailler le jazz. Au début un peu comme ça, puis après il y a eu la pandémie, et puis du coup j'avais beaucoup de temps. Et je me suis plongé, et ça m'a pris d'une manière que même moi je m'attendais pas en fait.
Et du coup, ça, c'était un peu mon entrée, tu vois. Et puis, en explorant comment ils ont appris ça, et ben, j'ai commencé à apprendre le jazz et j'ai commencé à être de plus en plus exposé aux grands classiques, aux vraies racines, quoi, du jazz. Mais c'était pas ça ma porte d'entrée, tu vois. Donc, c'est Hyper venu comme ça, intéressant. Berkeley. Ouais. C'est à la fin, tu vois, à la fin de... Je savais à la fin de mon master que j'avais envie d'aller continuer des études quelque part. Donc j'ai enseigné 2 années à l'institut pendant que je faisais mon diplôme, tout en sachant que moi je voulais aller faire soit un deuxième master. Je pensais beaucoup au lead, mais de plus en plus d'improvisation. C'était vraiment, non, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. Donc Berkeley c'était un peu dans cette démarche-là. C'était la continuation de cette exploration de l'improvisation et puis de la musique, tu vois, en plus large. Sens large. Ouais, ouais. J'interromps quelques instants cet épisode pour te remercier personnellement pour ton soutien et ton écoute. Comme tu l'imagines, derrière ce podcast, il y a une équipe pour le produire, du temps et des moyens investis. Si tu veux nous rendre l'appareil, nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, tu peux simplement mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles et un avis sur la plateforme de podcast que tu utilises. Comme tu le sais, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Nous lisons tous les avis et ils comptent beaucoup pour nous. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, reprenons la suite de notre épisode. Bonne écoute. On va aborder des grands sujets autour de l'improvisation, bien sûr, puisque c'est un des sujets principaux de notre école Impro-Musique, et notamment dans ta pratique au niveau artistique, mais aussi au niveau pédagogique, puisque tu as un gros bagage là-dessus. Et puis, dans un deuxième temps, on va avoir le lien avec ton parcours, et notamment une blessure que tu as une blessure que tu as rencontrée, malheureusement, mais qui... Je pense t'a rendu certainement plus fort ou plus ouvert ou t'as donné encore d'autres outils. Donc c'est hyper Aujourd'hui, je dis intéressant. heureusement. Ah, bah voilà. Donc voilà. Hâte d'avoir ton récit sur cette étape qui, je pense, tu n'es pas le seul à vivre. Beaucoup de musiciens se blessent malheureusement et des fois abandonnent. Et donc j'ai hâte d'échanger sur ce sujet pour venir aider des personnes à qui ça peut parler. Donc d'abord l'improvisation. Aujourd'hui, quelle est la place de cette thématique-là dans ta vie musicale ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le centre? Tu peux dire ce que tu veux ici. Je crois que c'est le centre. Ouais. Je crois que ça tourne un peu autour de ça. Tu improvises donc sur scène quand tu fais des concerts ? Ouais. J'improvise sur scène, j'improvise chez moi, j'improvise avec mes élèves, j'improvise pour composer, j'improvise. Ouais. Et comment tu conçois ou comment tu as appris à improviser? Parce que encore, nous, on se bat à la compte, mais il y a beaucoup de croyances là autour et souvent les gens se disent, non, d'abord, il faut que je fasse plein de choses avant de pouvoir improviser. Toi, comment tu y es venu et aujourd'hui, comment tu la transmets? Ouais, c'est venu tard en fait pour moi, enfin relativement, mais je pense que j'avais, je sais plus, 15 ans ou quelque chose comme ça. Peut-être 14. Et j'ai découvert l'improvisation, je me souviens très bien, c'était quand il y avait à Genève, comment ça s'appelle? Les pianos dans la rue. Jouez, je suis à vous. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième édition. C'est un événement à Genève où on met plein de pianos dans la rue pendant l'été. Pour la fête de la musique, ils en mettent beaucoup. Ouais, juste avant la fête de la musique. Ils sont libres d'accès, puis on peut venir jouer. Et j'y allais des fois, passer mon temps là-bas, jouer un peu, rencontrer des gens, etc. Et je sais que quelqu'un m'avait montré, et je suis plus sûr, mais je crois qu'il m'avait montré peut-être la gamme blues, un truc comme ça. Et c'est drôle parce qu'après, la direction que j'ai prise dans l'improvisation, c'était quelque chose de pas du tout jazz en fait, en premier temps. Mais la première introduction, je crois que c'était quelqu'un qui m'avait montré la gamme blues, puis qui jouait, tu vois, je sais plus, genre en blues de 12 mesures ou quelque chose comme ça. Et puis il dit, mais du coup, je peux inventer, tu vois. Et jusqu'à là, j'avais que joué, tu vois, mais j'étais en train de jouer mes pièces de répertoire classique dans des cours au conservatoire, je faisais des petits concours et tout ça, tu vois, j'étais dans ce monde-là, très genre, je vois que de la musique qui était écrite en fait. Donc, c'était une découverte. Et ensuite, j'ai continué à Dalcroze en fait. C'est drôle comment c'est venu un peu par hasard, mais pour faire en quelques mots, si j'explique le système en Suisse, la fin des études non professionnel, avant le bachelor, ça s'appelle le certificat. Et pour faire le certificat, il faut faire ce qu'ils appellent le solfège secondaire. Et il se trouve que en fait, les écoles à Genève, le conservatoire populaire, le conservatoire de musique de Genève, l'Institut Jacques Dalcroze, ils ont une association ensemble qui permettent de, par exemple, prendre son cours d'instrument dans une école et puis son cours de solfège dans l'autre et puis un cours optionnel dans une autre, par exemple. Et du coup, par des pures questions d'horaire, j'avais aucune idée de ce que c'était l'Institut Jacques Dalcroze.
je me suis retrouvé dans le cours de solfège secondaire à l'Institut avec Dominique Rey. Et puis à la fin de tous les cours de solfège, on faisait plein d'exercices, des dictées, des choses comme ça, mais aussi des choses en mouvement, en espace, d'Alcroze, quoi. Et à la fin, il y avait toujours un moment où on faisait d'improvisation. Puis elle amenait toujours un petit élément de vocabulaire comme ça, genre je vais vous montrer le mode de rien. Vous jouez les touches blanches sur le piano de ré à ré, tu vois. Et donc, tu vois, petit à petit, ça, c'est marrant que ça a coïncidé. Je pense que ça, c'était l'année juste après cet été où j'ai découvert l'improvisation dans les pianos dans la rue. Et après ça, après ma première année de solfège, j'ai continué, j'ai pris le cours d'improvisation de Dominique Rey. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je suis allé en bachelor en piano et l'improvisation a vraiment pris c'est devenu un peu, elle a perdu sa place un peu. Genre, c'est devenu vraiment très en background pendant mon bachelor, pendant mes études de piano professionnel. Jusqu'à Dalcroze où et ben c'est revenu avec force. En force, comment on dit ça? J'ai plus parlé français. Et tu dirais que quels ont été les atouts que tu as pu développer dans ton parcours de pianiste plutôt interprétation et du répertoire, et qu'est-ce que ça t'a apporté et qui a permis de nourrir ton improvisation? Et la question qui suivra, c'est est-ce que tu as aussi eu des faux plis ou des mauvais plis entre guillemets où tu te dis ah ben mince, si j'avais pas eu ces habitudes-là, j'aurais pu improviser plus facilement peut-être? Bien sûr, les deux en fait. Je veux pas être négatif parce qu'il y a enfin comment dire le meilleur moment pour commencer à improviser c'est au début des études, tu vois, mais genre le deuxième meilleur moment c'est maintenant. tu vois ce que je veux dire, donc mais évidemment je pense que si j'avais commencé l'improvisation très tôt, j'aurais vu la musique de manière très différente parce que j'aurais vu tout ce que je jouais, j'aurais vu comme du langage. Et quand je jouais, je voyais pas la musique comme du langage, je voyais comme, tu vois, ça c'est les notes que je dois jouer et puis j'aimais beaucoup, hein. J'avais beaucoup de plaisir à jouer le répertoire en fait, encore aujourd'hui en fait. Mais c'était pas un langage, j'essayais pas de comprendre le pourquoi des notes qui étaient mises là en fait. C'était celle qui y avait. Mais par contre, le bon côté des choses, c'est que ce background, finalement, ça m'a donné il y avait beaucoup de vocabulaire dans mon oreille, même si je savais pas ce que c'était, je pouvais pas forcément les utiliser tout de suite. Mais quand je les apprenais, ça venait très vite parce que finalement, tout ça était dans mes oreilles et puis quelque part aussi dans mes doigts. Et dans les doigts, ouais. Et donc mes mains avaient aussi beaucoup de vocabulaire et puis une sorte de, tu vois, d'affinité avec le piano, on peut dire entre guillemets. C'était facile finalement techniquement de réaliser toutes ces idées au piano en fait. Donc évidemment que ça a beaucoup servi. Et au niveau état d'esprit, nous on travaille pas mal sur ce mindset-là parce qu'on a pas mal de personnes qui arrivent, qui sont habituées à l'interprétation et qui, quand on leur demande, disent voilà maintenant, tu as quelques éléments de vocabulaire, vas-y, exprime-toi. C'est un peu le vide. Comment toi tu as vécu ça et qu'est-ce que tu as pu développer ou qu'est-ce qui t'a aidé à passer de l'interprétation pure à l'improvisation? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui sont là-dedans? Je pense que les conseils que j'aurais donnés, c'est pas les mêmes choses que c'est pas comme ça a été pour moi. Mais en fait, moi j'aimais beaucoup. Tu vois, j'étais ado et j'aimais bien jouer vite. Tu vois, j'étais en train de jouer mes premières études de Chopin. Tu vois, les choses comme ça, j'aimais bien jouer vite, quoi. Donc en fait, quand j'étais exposé à ces bouts de langage, je faisais plutôt trop de notes que pas assez, tu vois. Tu vois, c'était vraiment, tu vois, genre, c'était l'autre processus, tu vois, d'apprendre à écouter, faire des phrases, chanter, tu vois, et pas, tu vois ce que je veux dire. Complètement. Mais je pense que la question, ouais, c'est vrai, c'est marrant. C'est pas la technique pour jouer vite, donc. Ouais, mais finalement, tu vois, c'est drôle, peu importe de quelle direction ça vient, je pense que ça se rejoint en fait. Le background, c'est toujours un atout si on sait s'en servir comme un atout, je pense. Mais je pense que la question c'est toujours trouver pour chaque personne le bon niveau de combien on leur prend par la main en fait. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin de plus, déjà de moins de vocabulaire d'abord. Peut-être une gamme c'est déjà trop, peut-être qu'on va improviser avec 2 notes en fait. Pour certaines personnes, c'est ce qu'ils ont besoin au début pour pouvoir improviser.
Et puis d'autres gens ont besoin de plus ou moins de prompts, tu vois, entre guillemets. Comment on dit ça en français? De consignes, je sais pas. D'un cadre plus ou moins précis ou Ouais. plus ou moins de consignes. C'est ça, ouais. Tu vois, il y a des élèves, tu vas leur donner 3 notes et ils vont être partout sur le piano, et puis il y aura des nuances, et puis il y aura du rythme, et puis ce sera très complet. Et puis il y a des élèves, tu vas leur infuser leur improvisation de ces petits. Et si tu explorais les nuances, si tu essayes la même chose piano, si tu essayes la même chose forte, si tu essayes la même chose dans d'autres registres, tu vas devenir stimuler leur esprit. J'ai presque envie de dire d'enfant, un peu, tu vois, de chercher, d'explorer. Donc c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'équilibre pour chacun, tu vois. Je pense que c'est hyper important de trouver cet équilibre-là, puis de se poser la question soi-même. De dire, bah, tiens, de quoi j'ai besoin pour improviser, pour oser jouer, en fait. Un petit peu de choses, plus de choses, et puis après, c'est d'y aller, quoi. Je pense que, au bout d'un moment, tu as dû quand même te lancer et dire, bah, peut-être, est-ce que tu as eu cette comparaison? Oui, mais en fait, là, ce que j'improvise, c'est beaucoup moins bien que ce que j'interprète. Est-ce que c'était difficile à vivre pour toi, ou est-ce qu'en fait, tu dis, bah oui, c'est OK? Mes élèves et aussi mes collègues qui viennent d'un background classique, ils disent exactement mot pour mot ce que tu viens de dire. Mais non, avec l'improvisation, c'était pas trop ça. Je crois que je prenais ça tellement pas au sérieux, entre guillemets, tu vois. Et je crois que peut-être c'était une bonne chose, en fait. Je me disais pas forcément, je juxtaposais jamais ça aux choses que je jouais comme répertoire. Et je me disais jamais, mais ça me passait même pas par la tête que j'improviserais en public. OK. Tu vois, l'impro, c'était mon jouet, quoi. C'était genre, tu vois, j'ai envie ouais, de jouer sans règles, et puis tu vois. C'était pas au tout début, c'était pas comme ça, même pas un moyen d'expression, je dirais. C'est venu vite après, tu vois, cette conscience que, ah tiens, en fait, je peux dire des choses avec la musique que parfois je peux même pas dire avec les mots, tu vois. Mais je crois qu'à cette époque-là, même cet aspect-là, cet aspect d'expression, ça passait aussi plus pour le répertoire pour moi, en fait. Donc j'ai pas eu ça, en fait. C'est top, hein. Et maintenant, ah, mais tant mieux. Ça m'a rendu service à ce moment-là, je crois. Exactement. Ouais. Et maintenant, par contre, enfin, qu'est-ce qui t'a permis de passer ce cap, de faire des concerts, des prestations improvisées et de te sentir à l'aise et fier de t'exprimer? Parce que quand on improvise, c'est soi, c'est pas quelqu'un d'autre. Ouais. Et bah, ce cap, je sais pas si je l'ai passé, en fait. Tu vois, des fois, je pense qu'à chaque fois, ouais, j'improvise quelque chose, et des fois, je suis là, j'ai bien aimé le solo que j'ai pris, puis des fois, je suis là en mode, si c'était à refaire, j'aurais joué différemment, mais en même temps, on revient Ça pas fait dans le partie temps. du jeu, hein. Donc je pense qu'avec l'improvisation, d'ailleurs avec le répertoire aussi, finalement, ça fait partie, en fait, de cette sorte d'acceptation de ce qui est, en fait. C'est presque un peu zen, tu vois, mais genre, de prendre le moment présent tel qu'il est, en fait. Finalement, c'est pas comme s'il y avait une alternative, en fait. Tu vois? Je suis d'accord, c'est ça que je trouve très savoureux avec l'improvisation. C'est qu'on est connecté à l'instant. Ouais. Et si on arrive à se connecter à ça, c'est très plaisant et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on aime quand on entend quelqu'un improviser. Je pense que ce côté est un peu un risque, c'est très vulnérable, en fait. C'est à nu, finalement, donc. Ouais. Et au niveau, si on plonge un petit peu dans l'aspect Dalcroze, puisque ben voilà, on a ça en commun et c'est quelque chose qui moi me passionne et qu'on met beaucoup en avant, en tout cas on utilise beaucoup cette méthodologie, cette pédagogie pour aider nos élèves au piano spécifiquement. Quel est le lien, toi, que tu as pu observer entre cette approche et puis ta pratique de l'improvisation au piano quand tu performes? Est-ce que ça t'a servi ou pas? Et comment tu utilises ça maintenant avec tes élèves pianistes? C'est intéressant parce que en arrivant à Berklee, j'ai été exposé, et puis même avant ça, un peu, genre quand j'apprenais par moi-même le jazz, je cherchais beaucoup de ressources, de cours online, de choses comme ça, et des profs aussi. J'ai remarqué qu'il y avait l'approche pédagogique, la porte d'entrée vers le jazz, c'était quelque chose de très basé sur tu as des formules, du vocabulaire que tu dois apprendre, des fois presque un peu comme des Lego que tu emboîtes, tu vois, des pièces comme ça. Tandis que l'approche qu'on a eue à Dalcroze, je sais pas si toi t'as eu le même vécu, mais c'était au début très exploratoire, en fait.
Puis petit à petit, on a ajouté ces blocs, mais ça partait d'une sorte d'exploration. Je me souviens des cours avec Pascal Chenu, c'est du l'avoir aussi. Tout à fait. Et le premier cours, la consigne, c'était genre, on peut tout faire sauf jouer une note du piano. C'était la première improvisation. Mais d'abord, il fallait écouter le silence. Il y avait ça. Tu as d'abord le silence, c'était le canevas, tu vois, sur lequel on allait créer quelque chose. Et puis, il parlait beaucoup de cette intention d'écoute, en fait. Si tu fais ça, c'est pas forcément de la musique, mais si tu fais ça, il y a déjà une attention au son, il y a déjà une intention au son. Et du coup, ça c'était je crois que c'était mon premier cours avec Pascal Chenu, mon premier cours d'improvisation juste avant que je commence le master, parce que j'ai fait une année, pendant mon bachelor, j'ai fait une année de quelques cours à Dalcroze pour aller directement en master, en fait. Et ça, je pense que... Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose, en fait, de savoir d'abord écouter avant de vouloir parler, tu vois. Et cette qualité d'écoute, c'est un peu la base, en fait. Et puis, c'est très évident, en fait, avec mes élèves quand ça y est pas, tu vois, qu'on sait pas là et qu'ils sont très concernés par qu'est-ce que je vais jouer. Et puis qu'on fait un pas en arrière, puis on prend le temps de se mettre dans cet espace d'écoute. Et puis en un claquement de doigts, leur improvisation change, tu vois. Donc je pense que oui, ça m'a beaucoup servi d'être passé par là, en fait. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui peut-être souvent... enfin, il y a des gens pour qui c'est extrêmement naturel, évidemment. Mais les gens pour qui ça ne l'est pas, j'ai l'impression que disons, dans la pédagogie comme ça du jazz, j'ai l'impression que ça vient tard, finalement. J'ai eu quelques cours à Berkeley avec Danilo Pérez, pianiste incroyable, en fait. C'est le pianiste qui a joué avec Wayne Shorter, en fait, toute la fin de sa vie. Et ça, c'était son spiel, quoi. C'était vraiment, tu vois, genre, non mais on s'en fout là, les gars, tu vois, genre. Et c'était un cours très avancé, en fait, finalement. Ça faisait partie du Global Jazz Institute, sur audition pour des élèves, tu vois, genre qui a déjà beaucoup d'expérience. Ça vient tard, en fait. J'ai l'impression, c'est quelque chose de très, tu vois. Ok, maintenant, on a toutes les connaissances, alors maintenant, on va s'en libérer. Mais en fait, on peut avoir cette approche dans chaque étape du processus, dans chaque nouvelle gamme, nouvel accord qu'on apprend. On peut avoir cette qualité d'écoute. Et puis, on absorbe les choses de tant mieux, je pense. Et du coup, c'est très central pour moi, en tout cas, quand j'enseigne l'improvisation. Ouais. Merci pour ce partage. C'est hyper important, selon moi, cette qualité d'écoute, et ça me fait plaisir que tu l'évoques et que tu la soulignes avec autant d'importance. Et toi, à ton niveau, avec ton parcours, parce que je trouve que des fois, les enfants le font spontanément. Tu sais, ils tapent sur le piano un truc, puis tu vois qu'ils écoutent. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et les adultes le perdent. Et après, du coup, ils entrent dans un truc de comparaison et ils osent plus. Et je trouve ça vraiment important de réussir à les rattacher à cette écoute-là dès le début, le plus tôt possible, pour qu'ils puissent retrouver en fait du plaisir à s'écouter jouer. Autant s'écouter parler, c'est mal vu. Dans la société, on dit ouais, celui-ci il s'écoute parler, mais je trouve qu'on n'apprend pas assez et on n'encourage pas assez les gens à s'écouter jouer, à écouter le son qu'ils créent au piano et à n'importe quel instrument. Et ça vraiment, ben ouais, je te rejoins à 100% là-dessus. Je pense que c'est quelque chose on nous a beaucoup mis en avant à l'Institut. Moi, je me rappelle de l'examen d'entrée avec Laurent Souris qui s'assied à côté de moi, qui me dit non, on fait un dialogue atonal. Et en fait, je me rappelle qu'entre la première année et la 5e année, en première année, moi, je détestais les trucs atonaux. J'étais non, on fait n'importe quoi sur le piano et tout. Et plus on avançait dans les années, plus on appréciait parce qu'on avait appris à écouter ce qu'on jouait et à trouver des substances, des sonorités qui nous plaisaient et à les développer. Et je trouve que c'était un super exercice à faire perdurer. Au fait, ouais, qu'est-ce qui reste quand on enlève la consonance, quand on enlève tout ce qui est tonal? Qu'est-ce qui reste pour faire de la musique? Et là, l'écoute aide énormément, je trouve. Ouais, c'est clair. Est-ce que du coup, ça t'arrive encore de proposer des exercices un petit peu, comment dire, originaux à des élèves, justement pour aller dans cette direction et pour les aider à sortir de ce cadre? Bien sûr, bien sûr.
tout le temps. Mais je crois que c'est aussi un peu, des fois, tu vois, tu parlais des élèves qui sont intimidés au début. Je crois que cette question du début, c'est aussi ça, en fait. C'est trouver la porte d'entrée, peut-être, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont être, enfin, tu vois, genre, t'as beau essayer de leur impart, comment on dit, genre, leur transmettre cette qualité d'écoute, mais s'ils sont là avec 2 notes, ou sans notes, ils vont être là en mode non, mais je fais je fais un truc de bébé, quoi. J'ai besoin de 4 accords au moins, et puis d'une séquence harmonique, 1, 4, 5, 1, comme ça, au moins j'ai l'impression de faire de la musique, tu vois. Donc, donc je pense que c'est toujours un peu la porte d'entrée pour chacun, mais évidemment, ouais, je fais des exercices d'improvisation atonale, et puis même, tu vois, j'enseigne dans le certificat d'Alcroze à Boston. Et c'est beaucoup de gens, il y a beaucoup ce profil en fait, des gens qui ont un énorme background en tant que musicien classique en fait, on peut dire, et très peu d'improvisation. Et puis des fois, ça c'est ça le plus important, c'est ça ce qu'il leur faut en fait. Et c'est drôle comment les gens qui ont tout ce background, parfois, tu vois, tu parlais du dialogue atonal, c'est extrêmement difficile parce que les doigts vont se mettre dans des positions d'accord tu vois. Et c'est très très dur de chercher ces sons, de ne pas entrer dans une tonalité. Faut déconstruire beaucoup de choses, je trouve, pour ça. Ouais, c'est sûr, ouais. Est-ce que tu veux nous montrer ou nous illustrer quelque chose au piano? Peut-être ça viendra avec la question peut-être qui suit, ça pourrait faire le lien. Sur ce deuxième sujet, c'est cet épisode douloureux que tu as traversé, mais qui en est devenu une force, comme tu me le disais au départ. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode de blessure comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé et comment tu as traversé cette période? Ouais. En fait, c'était à la fin de mon bachelor, quand je préparais des examens, des concours, enfin, j'étais vraiment, je jouais beaucoup. Et du répertoire robuste, quoi, tu vois. Et en préparant, un jour, clac, je sens une douleur sur mon pouce droit. J'ai suivi les conseils, tu as reposé pendant une semaine, 2 semaines, physio, quoi que je fasse, quand je revenais au piano, la douleur était là. Le temps est passé, je voyais une physio qui travaille avec les musiciens, puis elle m'avait encouragé à quand même ne pas complètement arrêter, continuer à jouer un petit peu, des choses plus légères. J'ai fait mon récital de fin de bachelor avec ça. J'ai fait des examens d'admission. Et c'était toujours là. Et j'avais entendu parler par différents... Je sais plus exactement c'était quoi ma première exposition, parce que j'avais entendu par différentes sources. Il y avait de la Taubman Approach. Je connaissais deux étudiants qui avaient pris 1 ou 2 cours avec Edna Golansky, qui en parlaient vraiment, tu vois, genre, ça me rendait presque sceptique un peu. C'est tellement incroyable et tout. Mais c'est là, ok. D'accord. Et puis 2 profs aussi de la HEM, je sais pas si c'est public ça comme information, donc je dis pas de nom, mais voilà, qui avait pour les mêmes raisons en fait, qui avaient eu des blessures, des douleurs au piano, et puis qui ont cherché de l'aide dans la Taubman Approach. Et puis il y a beaucoup de ressources online aussi, donc j'ai commencé à chercher, etc. Et j'ai commencé à regarder. Ils ont un service de streaming, de plein de conférences, de masterclass, et puis il y a aussi un vieux set de 10 DVD qui étaient des VHS, je crois, à l'époque, je crois des années 90. 90, faut dire pour les Français. Et qui explique un peu comme ça en détail. Je pense qu'on les trouve sur internet, sur Dailymotion, je sais pas quoi. Et j'ai commencé à les regarder. Ça expliquait très 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 en détail. Ça décortiquait la technique d'une manière que j'avais vraiment jamais vu. Et c'était très no bullshit, quoi, tu vois. Parce qu'on dit beaucoup de choses un peu. Tu vois, il faut jouer avec tout le corps, il faut des choses hyper générales, tu vois, qui sont pas forcément fausses. Certaines sont très nocives, et d'autres sont juste innocentes, inoffensives, mais très générales, et ça te donne pas beaucoup d'informations supplémentaires en fait. Et du coup, je regardais, et tout ça faisait beaucoup de sens en fait. Et puis j'ai tout de suite commencé à appliquer un peu par moi-même les choses sur le répertoire que je travaillais. Et ça, c'était encore pendant que je préparais mon récital de bachelor. Et puis j'appliquais des choses, et
Et ça rendait plus facile, tu vois. Et je me disais, il y a quelque chose. Et à ce moment-là, j'étais encore finalement un peu, un peu sceptique finalement. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? Comment ça se fait que j'ai jamais appris ça, tu vois? Mais du coup, j'ai décidé d'aller au symposium. Ils organisent chaque année un symposium d'été. À l'époque, c'était en personne, à l'université de Princeton. J'y suis allé pendant une semaine. Et il y a plein de conférences, plein de masterclass et de cours one-on-one, c'est des cours individuels avec des profs de l'approche. Et c'était vraiment par petits bouts en fait. C'est drôle parce que souvent quand je parle à des pianistes, il y a souvent ce même scepticisme en fait. Ils sont là même, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Pourquoi les gens rave autant sur ça, tu vois? Et j'étais exactement là-dedans, tu vois. Genre, j'avais un mindset très. Je prends ce qui me sert et puis peu importe en fait. Parce que je pense que ça peut donner une impression très dogmatique en fait quand on regarde au début. Genre, c'est comme ça qu'on joue au piano, quoi. Tu vois. Donc j'avais l'esprit très clair. Je vais juste prendre ce qui me sert et puis voilà, quoi. Sauf qu'au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de choses qui me servaient, tu vois. Et finalement, genre, il y avait de moins en moins de choses que je me disais, non, mais ça me sert pas, tu vois. Et puis, ce qui s'est passé, le point changeant, donc ça c'était j'avais déjà commencé ma première année de master à Dalcroze, j'avais encore mal. Je préparais un concours, en fait, concours de Moncalieri, en Italie. Et je jouais, je sais plus ce que je jouais à l'époque, je crois que c'était les tableaux d'une exposition de Mussorgsky, la sonate de Ginastera, le numéro 1, je sais plus quelle étude de Chopin, je pense opus 25 numéro 12, tu vois, j'avais tout ce répertoire, la partita en do mineur de Bach. Il y avait plein de passages où je me sentais pas très sûr, disons, tu vois. Et tout ça c'était toujours avec la douleur, tu vois, la douleur était pas partie. Mais là, à ce moment-là, j'avais un mindset, bon, je veux bien jouer au concours. Et il se trouve que ma mère était à New York pendant pendant une année, quelque chose comme ça, pour le travail. Donc je suis allé, genre, la rendre visite, et j'ai profité j'étais là-bas une semaine, pour prendre 3 cours. Cette fois-ci avec Edna Golanski. Jusqu'à là, j'avais rencontré au symposium, mais je n'avais pas encore pris de cours avec elle. Et je lui ai amené les passages que j'avais du mal, quoi, les passages qui n'étaient pas très sécures. Je m'en rappelle, il y avait quelque chose d'octave dans le Ginastera, ou genre des fois je les ratais, enfin c'était pas très sécure, des sauts, des choses comme ça. Et puis elle disait ces mots magiques un peu, et ça marchait, tu vois. Puis après, le passage était sûr. Genre, je savais qu'est-ce que je vais penser dans ma tête pour faire que ça marche. Et puis j'ai joué au concours. Quelques semaines plus tard, je crois que c'était. Je me souviens plus, je crois que c'était en novembre le concours. Je crois que j'étais allé à New York en octobre. Et là, c'était une expérience nouvelle. Je me rappelle que c'était dans un château. Il faisait un peu froid. C'était pas très très bien chauffé. J'avais les doigts un petit peu, tu vois, un peu engourdis comme ça. Et c'était pas un problème pour jouer. Et avant, tu vois, je jouais avec beaucoup les doigts isolés, du coup, genre, impossible de jouer avec les doigts froids, tu te sens très limité. Et là, tout d'un coup, avec ces quelques changements, donc à ce moment-là, ça faisait quelques mois que j'étais exposé à l'approche top band, j'avais pris quelques cours en privé, et c'était déjà une différence, tu vois. Et en fait, le résultat, j'ai reçu le premier prix au concours, tu vois. Et ça, je le dis, c'est pas pour me la péter, je le dis parce que pour moi, c'était un point changeant, où je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose là, tu vois, c'est pas. J'avais aussi cette peur de, ok, bon, bah, et si ça me permet de jouer sans douleur, mais que je joue pas bien. Tu vois ce que je veux dire, genre, ok, si c'est joué, mais que après je peux pas avoir le son que je veux, ou que je peux pas jouer avec la même aisance, ça me convenait pas en fait. Je pense que j'aurais préféré changer de métier, du coup, tu vois. Donc ça, pour moi, c'était un point changeant. Et c'est là que j'ai décidé, ok, je pense que c'est le moment. À ce moment-là, j'avais toujours mal, tu vois. Okay. Et je me suis dit, c'est le moment de faire un vrai travail de fond. Et puis j'ai tout fait en sorte, mis en place pour pouvoir partir quelques mois à New York pour étudier avec Edna. Donc j'ai pris une pause du master. J'ai fini l'année, ça c'était au début de l'année, c'était en novembre. J'ai fini l'année jusqu'en juin. Et après, l'année suivante, je suis parti à New York pendant à peu près 8 mois. Pour étudier avec Edna Golanski. Et ça, c'était le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, je pense, en fait. Enfin, c'était la transformation, quoi. Tu vois. Vraiment un avant et un après en termes
Mais qu'est-ce que ça te changeait quoi au niveau de la posture au piano, la dextérité, le ressenti? T'arrives à mettre des mots dessus ou Ouais, c'est vraiment... je peux mettre, évidemment mettre des mots dessus, mais il y en a tellement, il y a tellement de mots. C'est pas, peut-être la différence entre la Taubman approach et les choses qu'on voit souvent, même pour les musiciens blessés, des fois tout ce qui est physio du musicien, etc., que ça peut être utile, mais c'est à quel point c'est en détail, tu vois. Donc c'est pas, il n'y a pas un truc général, tu vois. Mais je peux te montrer quelques concepts, tu vois. Mais si tu veux faire l'expérience avec moi, en fait. Ce qui t'a marqué ou j'ai de la peine à m'imaginer à quoi ça peut correspondre. Toi, effectivement, ça a l'air incroyable, mais on dit purée, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Et je te montre quelques concepts comme ça, peut-être tu as déjà un peu une idée. Si jamais il y a beaucoup de ressources online, il y a le livre d'Edna Golansky qui a publié, où elle explique un peu c'est un peu un vol d'oiseau sur les différents concepts de l'approche. Il y a sur la plateforme Tonebase, il y a des masterclass de Robert Durso et puis de Edna Golansky aussi, où elles expliquent aussi un peu les concepts de base. Puis il y a aussi les fameux 10 DVD qui sont très vieux maintenant, mais l'information est encore... il y a des choses qui ne sont pas forcément à jour et puis qui ont évolué dans la pédagogie. Évidemment, je pense que les profs sont devenus des meilleurs profs et ont trouvé des meilleurs outils à comment transmettre. Donc finalement, les vidéos ne sont pas totalement actualisées, mais le cœur, c'est le même en fait. C'est les vidéos des 10 DVD, on les trouve online. Voilà. Mais tu vois, pour te donner un exemple tout bête, que je pense, tu vois, des choses qui vont peut-être résonner avec tout le monde, même avec peu d'expérience au piano. Très souvent, on commence le piano et on nous apprend la position de 5 doigts comme ça. On a un doigt sur Do, un sur Ré, un sur Mi, un sur Fa, un sur Sol. Tous comme ça sur les touches blanches, prêts à attaquer, tu vois. Mais dans la vie, il n'y a absolument rien que tu fais comme ça. Si je te dis, prends ton téléphone, tu vois, tu le prends pas comme ça. Si je te dis, prends un crayon, prends un verre, tu vois, tout fonctionne en unité. Tu vois, ton corps va ensemble et tu déformes pas ta position naturelle des doigts. Pourquoi est-ce que ça c'est important? On regarde ensemble. Plusieurs choses. Si je mets un doigt sur chaque note du piano, et d'autant plus pour des mains d'enfant, ça c'est ma main neutre, je suis en train de lui faire ça, tu vois, d'écarter les doigts. Maintenant fais l'expérience avec moi. Écarte tes doigts comme ça, et bouge tes doigts. Maintenant laisse-les être ensemble, laisse-les être complètement libres, et bouge tes doigts. Et tu sens à quel point ils sont plus libres, c'est plus facile à bouger tes doigts. Ouais. Donc, faut déjà commencer par ça, la position des 5 doigts, on veut pas. Tu vois, moi j'ai des assez grandes mains, je peux jouer avec facilité une dixième. Pourtant, quand je mets ma main au piano, je couvre une tierce, ou peut-être une tierce et demie pour certaines personnes, s'ils ont les doigts plus larges. Tu vois? Souvent, par l'habitude, on va automatiquement ouvrir la main et ce sera sur une quinte. Mais notre position vraiment neutre, si on voulait être vraiment picky, c'est ça en fait. C'est à peu près une tierce et demie, ça dépend des personnes. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a tous les doigts comme ça ici sur les touches blanches, tu vois. Pareil, dans la vie, on bouge pas comme ça. Alors si tu fais l'expérience avec moi, agrippe tes doigts comme ça, essaye de les bouger, et si tu les laisses être neutres, c'est très clair la différence. Okay. Et tu vois déjà, je sais déjà que je vais me faire des ennemis, déjà là. Parce que toutes les choses qu'on entend, tu vois, il faut gratter le piano, il faut... Enfin, tu vois, j'entre même pas là-dedans, parce que les gens ont toujours une bonne intention, en fait. C'est jamais... tu vois, c'est jamais mal intentionné. Mais c'est intéressant parce que... qu'on se rend compte, c'est que la science et puis les connaissances qu'on a sur le corps, elles n'ont pas perméé dans le jeu de l'instrument, en fait. Si je te disais, tu vois... En plus, je pense particulièrement en France, il y a un tel attachement à la tradition. Donc si, tu vois, il y a tout le système des conservatoires français, donc si, Beethoven disait que... Czerny disait qu'il fallait jouer comme ça, alors ça doit être vrai, tu vois. Mais si aujourd'hui tu devais te faire opérer de je sais pas quoi, tu irais pas chez quelqu'un qui utilise une technique du 19e siècle, tu vois. J'hésite. J'hésite. faire enseignement, tu vois. Franchement.
On est d'accord. Donc c'est intéressant que dans notre domaine, ça s'est pas infiltré, tu vois. Toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la biomécanique, sur l'anatomie, elles sont pas venues, tu vois. Et c'est encore controverse de dire des choses aussi évidentes que la position neutre de ta main, c'est ça, et pas ça, tu vois. Donc pour revenir, tu vois, donc j'ai des doigts qui ont différentes longueurs. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai le pouce sur les touches blanches du clavier, mes doigts longs, ils arrivent, tu vois, dans la zone des touches noires, ou presque, tu vois, mais pas là, tu vois. Mhm. Donc déjà là, tu vois des années d'habitudes qui peuvent être engrenées. Et tu me diras, oui, mais ça, ok, d'accord, mais c'est pas autant, tu vois, ils sont un tout petit peu écartés, puis un tout petit peu comme ça. Mais un peu de tension, c'est déjà de l'attention, et ça s'accumule. Et puis on joue beaucoup de répertoire, et on joue du répertoire difficile. Et puis on devrait pouvoir jouer autant de temps qu'on veut dans la journée sans se faire mal. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose dans la technique qui peut être plus facile, plus aisé. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, là où ça devient vraiment, vraiment passionnant, c'est là où ça se rejoint avec le son, comment produire le son, comment créer de la musicalité, comment créer des phrases. Tout ça, c'est du mouvement finalement. C'est comment tu te déplaces, c'est comment tu chorégraphies tes mouvements au piano qui crée le son, tu vois. Donc des fois, tu vois, genre, ça peut aller, tu vois, genre, et c'est pas une mauvaise chose, tu vois, mais des fois on peut être très dans les images, genre, cet accord, il faut le sonner comme si les portes du paradis s'ouvraient à toi, et puis que, tu vois, d'accord, mais comment je bouge pour faire ça, tu vois, comment j'utilise mon corps pour faire ça, tu vois, et si ça vient naturellement, parfait, mais si ça vient pas naturellement, on doit avoir les outils pour guider l'élève, tu vois. Ouais. Donc tu vois, c'est tout ça, tu vois. Et du coup, C'est beaucoup ces images-là, du coup. Bah justement, Enfin, pas ces images comme ça, mais on est un peu plus gestes. terre à terre, je crois, tu vois. Ok, mais Tu des vois, images de justement, gestes ou d'élan corporel. Ouais, l'image que je te disais, comme si le paradis, là, je te parle des choses que j'entendais avant beaucoup, tu vois. Oui. Et ça peut être très bien, c'est extrêmement efficace, utile, des images, mais ce que la Taubman ça m'a apporté, c'est comment je bouge, comment j'utilise mon corps pour faire que cet accord sonne comme si les portes du paradis s'ouvraient à moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Tout à fait. Et du coup, bah voilà, il y a différents mouvements. Enfin, tu vois, tu vois, on va pas jouer là-dedans dans la zone des touches noires parce que le clavier, pour certains c'est peut-être une nouveauté, mais le clavier est plus léger ici que là. Plus on est vers le bord, à cause du système de levier, plus on est vers le bord, plus le clavier est léger. Donc on a des mouvements qui nous permettent, tu vois, ce qu'on appelle en Taubman, on appelle un out, qui permet de sortir un petit peu de la zone des touches noires et du coup d'être toujours dans cette zone où le clavier est plus léger. Et puis je peux revenir à l'intérieur et à chaque fois mes doigts se libèrent, tu vois. Donc si je joue une gamme, tu vois comme ma main est toujours dans sa position neutre. Ouais. Et j'ai ces mouvements sur chaque note qui me permettent de conserver cette position neutre et d'être toujours dans une position optimale pour que les doigts puissent bouger. Donc là, je t'ai exposé à quelques petits éléments, mais c'est un niveau de détail, je pense qu'avant d'y être exposé, on ne s'imagine pas en fait. J'ose imaginer, effectivement, c'est passionnant. Et tu as dû tout réapprendre, une autre manière de bouger à ton instrument. Et est-ce que ça t'a pris du temps de devoir réapprendre à bouger? Et est-ce que du coup les douleurs ont disparu grâce à ça? Ouais. En fait, ce qui est intéressant, Norton, c'est que personne fait tout faux. Tu vois, c'est drôle, j'entends souvent beaucoup l'emphase sur le fait qu'on est tous différents, que les mains sont différentes et puis que du coup il faut des solutions différentes. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. La taille des mains sont différentes, les proportions, enfin, il y a plein de choses différentes. Mais on parle pas assez de tout ce qu'on a en commun. C'est le même mécanisme. Tu vois, on peut tous faire ce mouvement, on peut tous faire ce mouvement, on peut tous faire ce mouvement, à moins d'avoir un handicap particulier, tu vois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas tout faux. Donc, réapprendre, oui, j'ai dû un peu venir, tu vois, reconstruire depuis la base, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent les gens expriment souvent ce sentiment, et c'était certainement le cas pour moi,
qu'à un moment donné, ça devient presque comme retrouver des choses qui étaient perdues. C'est pas tellement réapprendre en fait, on réapprend pas le piano, les choses viennent en fait. Il y a certains mouvements qu'on amplifie au début pour vraiment apprendre au bras à travailler en tant qu'unité, tu vois, le bras, la main et les doigts, sans toutes ces altérations à la position naturelle, sans une relaxation qui fait que le poids arrive ici au lieu d'arriver sur le clavier, sans toutes ces habitudes qu'on finit par prendre. Et donc on amplifie ces mouvements au début et ça peut avoir un aspect de réapprentissage en fait. Mais en réalité, très vite ça se réintègre et puis les choses bonnes qui étaient déjà là, on les retrouve très vite en fait. Donc c'est pas comme si on réapprenait le piano depuis le début. Donc ça prend un certain temps, mais c'est pas non plus, c'est pas comme si on recommençait à zéro, tu vois. Ok. Donc pour moi, ça, je sais pas, je me souviens plus exactement de la timeline, mais je pense qu'au bout de 3 mois, 4 mois à peu près, j'avais plus de douleur. Mais après, il y avait encore reconstruire assez de skill, en fait, d'aptitude pour jouer les différents passages, tu vois, parce que ça shift un peu, l'approche shift de pouvoir jouer au piano juste sans douleur, à explorer le plus en plus de répertoires, en fait, de passages, de chorégraphies différentes, et de chorégraphier les solutions, de les enseigner à ton corps. Et ça devient comme la manière dont tu joues, tu vois. Les gens me demandent souvent pour l'impro, comment tu fais pour l'impro si c'est pas, tu vois, c'est pas chorégraphié parce que tu sais pas quelle note tu vas jouer. Et mais là, en fait, la solution à ça, c'est de jouer des choses chorégraphiées. Donc que ce soit du répertoire ou que ce soit des choses, des comprovisations, j'appelle. Tu vois, tu peux improviser dans ta tête et écrire au fur et à mesure. Et comme ça, tu as quelque chose de fixe, quelque chose qui fait partie de ton vocabulaire et que tu sais que tu vas jouer. Et du coup, tu travailles ça comme si c'était une pièce. Tu le chorégraphies jusqu'à ce que ça devienne intégré dans ton corps. Et au fur et à mesure, ça devient la manière dont tu joues. Donc, c'est pas tellement un problème pour improviser parce que c'est comme ça que tu joues, tu vois. Mais au même titre que dans un sport, quand on va travailler un geste, je pense au tennis, le smash ou le revers, on va le travailler segmenté, mais en match, on ne sait pas quand il va falloir faire un revers ou un smash, mais par contre, on va devoir le sortir le mieux possible parce qu'on l'aura répété et il va devenir plus en plus naturel. Est-ce que c'est un peu pareil au piano? Du coup, quand tu improvises, tu auras tellement fait cette nouvelle chorégraphie pour certains aspects d'arpège ou j'en sais rien quoi, que quand tu vas improviser, en fait, tu vas le refaire naturellement comme ça. Je pense que c'est une parfaite métaphore. Je pense que je vais te la voler parce que je connais rien en tennis. Donc... ouais. Je te la laisse avec plaisir. Ouais, non, mais c'est vraiment. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de rapports avec le sport parce qu'au final, c'est aussi une discipline. C'est des disciplines qui demandent de la répétition et de la persévérance. Et j'ai l'impression qu'on peut tirer beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les deux et j'apprends beaucoup de l'un et de l'autre et ça vient s'internourrir. Ça n'existe pas s'internourrir, mais j'invente le mot, je l'improvise maintenant. Donc, ouais, en tout cas, ce que tu dis, je me dis, ok, c'est vrai que dans l'impro, tu ne sais pas ce que tu vas jouer, mais comme tu l'as dit, tu vas l'intégrer. Et toi, maintenant, est-ce que tu intègres cette approche quand tu enseignes à tes élèves, tu les encourages à aller dans cette direction, j'imagine? Dès le début, ouais. En fait, c'est drôle parce que avant l'interview, tu m'avais demandé ah ouais, genre, est-ce que faire le lien entre Taubman et puis l'improvisation et tout ça. Voilà le lien. En fait, quand je suis rentré de New York et j'ai fait ma deuxième année de master et j'ai commencé à enseigner à l'institut, notamment le piano, à des piano et l'improvisation, à des tout débutants, tu vois. Et il y avait pas quelque chose. J'ai exploré, mais toutes les méthodes que tu peux imaginer, tu vois, genre les françaises, anglo-saxonnes, enfin, j'ai vraiment tout, j'ai tout regardé, tu vois. Et il n'y avait pas quelque chose qui me satisfaisait complètement. Il y avait plusieurs que j'aimais beaucoup, tu vois, par exemple, une méthode française connue, c'est piano lutte, que j'aime beaucoup, il y a plein de jeux, plein d'improvisations, plein de choses comme ça. Mais je n'étais pas tout à fait satisfait, et les morceaux sont très colorés, j'adore le choix du répertoire. Et par contre, la lecture, ça exposait la lecture en ajoutant les notes une par une. Tu vois, d'abord on apprend le do, puis après le ré, tu vois. Et ça j'étais pas fan. Tu vois, toutes ces dichotomies de l'enseignement, est-ce qu'on aime comme ci, on aime comme ça. Il y avait aucune qui correspondait à 100%, tu vois. Et évidemment, pour la technique, on n'en parle même pas. Il y avait beaucoup de choses qui encourageaient les fameuses positions à 5 doigts pour commencer. Et puis,
tout de suite 1, 2, 3, 4, 5, tout de suite le jeu legato, que vraiment, je passe beaucoup de temps avec les débutants à jouer non legato pour leur apprendre à avoir cette connexion en fait entre le bras, entre l'avant-bras et les doigts. Et du coup, j'ai commencé à écrire des pièces en fait. Et c'est là que j'ai commencé à composer. J'ai commencé à composer pour mes élèves, à écrire des petites pièces. Tu vois, il y avait des ressources, tu vois, beaucoup de choses, tu vois, tout ce que je dis, genre non legato, etc. Il y a des méthodes qui ont ça, Piano Safari, Music Tree, beaucoup les anglo-saxons, je me sens qu'ils sont peut-être comme il y a un peu moins d'attachement à la tradition, à la tradition. Je crois qu'ils sont un peu plus penchés sur cette question de l'anatomie et de manière optimale d'absorber la technique. Et du coup, il y avait des choses, mais c'était très de Rémi Laperdrie un peu, tu vois, c'était très do majeur, très comme ça. Et moi, j'aimais bien les choses un peu plus colorées, un peu plus modales, peut-être des mélodies très simples avec un accompagnement un petit peu plus sophistiqué, ou tu vois, des choses comme ça. Et du coup, genre, j'ai commencé à écrire des petites pièces pour mes élèves. Donc, mais du coup, évidemment que c'est devenu comment j'enseigne. Ouais, Ok. ça fait totalement partie. Et plus tard, j'ai eu envie de vraiment me spécialiser. Et du coup, depuis cet été, en fait, je suis certifié. Excellent. Donc, Bravo. maintenant, j'ai des élèves qui viennent. Aussi pour ça. J'ai une bonne partie des élèves qui viennent, donc des adultes, des professionnels, des musiciens très avancés, des musiciens de qui. Je sais pas si c'est eux qui ont plus à apprendre de moi ou moi d'eux, tu vois. Mais ils viennent avec ces problèmes et puis je les aide avec ça, tu vois. Donc j'ai pas mal de musiciens qui viennent avec des douleurs et des choses comme ça. Et d'autres musiciens qui viennent sans douleur, mais juste parce qu'ils se rendent compte de limitations dans leur technique. Chaque fois qu'ils jouent ce passage, ils sont un peu limités, ou genre ce passage ils ratent une fois sur deux, ou tu vois, des choses comme ça, où c'est pas très sécure. C'est ça le profil d'élèves qui viennent prendre des cours de Taubman. Excellent. Est-ce que tu te rappelles de une pièce que tu as composée que tu pourrais nous partager là en live Je les ai ou pas ici, mais de tête ou dans le style de mais c'était des choses un peu, tu vois, genre par exemple, imagine, je sais pas, genre une chose que j'aime bien, tu vois, je t'ai parlé de les doigts de différentes longueurs, donc j'aime bien commencer avec juste 2, 3, 4, et puis après 1 et 5 séparément, tu vois, pas sur la même pièce, que les élèves n'avaient pas besoin d'aller du 1 au 2, parce qu'il y a déjà ce mouvement de in and out qu'on appelle en Taubman. Du coup, c'est des tout débutants, ils sont petits, j'ai envie d'être sûr qu'ils savent vraiment, genre, se poser sur chaque doigt. Tu vas sur le 2, sur le 3, sur le 4. Puis après sur d'autres morceaux sur 1 et 5, tu vois. Et ensuite on combine, tu vois. Donc j'écrivais des choses un peu comme ça, tu vois, genre, imagine, peut-être si c'était une chose pour piano solo, j'avais beaucoup de choses que j'enseignais par imitation. Comme ça, ils pouvaient vraiment se concentrer sur la technique sans se faire du souci pour la lecture. Donc c'était des choses pour solo, et ben, c'était des choses comme ça. Où ils sont en train de jouer 2 et 4, ou alors des choses plus une mélodie, tu vois, si je fais une mélodie simple sur ma main droite et puis genre ma main gauche je vais faire l'accompagnement que moi je jouerais par exemple, quelque chose comme ça. Tu vois des petites mélodies comme ça, ouais, des choses un peu de ce style, des fois plus rythmiques, des fois moins, des fois plus. Là, je crois que là, je suis malade en fait, donc je suis dans un mode très contemplatif. C'était des choses parfois beaucoup plus rythmiques et entraînantes. Enfin, il y avait j'ai écrit plusieurs petites sambas, bossa nova, tu vois, genre. Je sais plus comment c'était, mais des choses, tu vois, eux ils avaient une mélodie très simple comme ça sur 3 notes, et puis moi j'avais un accompagnement. Tu vois, Ouais. tu vois des choses comme ça, un peu, toutes sortes de choses un peu, genre, je les faisais beaucoup chanter aussi, donc. Yep. Wow. Je pense Donc que ça, c'est vaguement une idée.
Bah, c'est chouette, merci beaucoup pour ces extraits au piano. Ouais, on sent que ça a vraiment du coup, et ça a marqué un tournant dans ton parcours, cet événement, et c'est pour ça que tu as dit que du coup, tu disais avant, bah, en fait, mais grâce à cette blessure, ton parcours pianistique a totalement évolué. Mhm. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, c'est génial. On arrive gentiment au bout de cet épisode, de cette interview. Vraiment, merci beaucoup Arthur pour ça. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail, ta musique? Eh bien, trouvez toutes ces informations sur mon site, Ok. arthursimoes.com. Qu'on mettra en description. Et puis évidemment, je passe des choses sur Instagram parfois. Donc, mon compte Instagram, c'est Arthur Simoes Music, MUSIC. Et Et ouais. est-ce que tu as des projets en cours ou des projets à venir qu'on pourra aller découvrir? J'ai plein de projets. Alors attends, qu'est-ce que je peux dire ou pas? Euh, euh, j'ai plusieurs. Je viens d'enregistrer pour l'album de certains de mes amis. Donc ça sera bientôt Wow. sorti. Je vais sûrement le poster sur Instagram. Et puis j'ai un projet. Je révèle là, c'est bon. Vas-y. J'ai un projet de publier certaines des compositions que j'ai écrites. Ah. Pas celle-ci pour les tout débutants, mais plutôt d'autres choses. Des choses qui mélangent de la musique écrite avec de l'improvisation, avec des consignes très précises pour l'improvisation. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup de background en piano, qui ont une technique avancée, qui jouent du répertoire avancé, mais qui s'initient à l'improvisation, ce sera très pris par la main. Ce sera des pièces entièrement écrites avec de petites sections. Improvisé de manière assez guidée en fait. Donc c'est un Ça, but ça didactique en même temps. Voilà. Donc voilà, je lance ça. Ce sera public à un moment donné. J'ai pas de date, mais Je c'est en pense que ça cours. va en intéresser plus d'un et plus d'une. En tout cas, je veux bien que tu me tiennes au courant pour ce beau projet-là parce que j'entends déjà certains qui vont être intéressés par découvrir ces pièces-là. Avec plaisir. Et comme mot de la fin, si tu avais un dernier, enfin pas un dernier, c'est pas, mais un message à faire passer à tous ceux qui se disent bah là je suis pas fait pour l'impro, c'est trop tôt, trop tard, ou peu importe, qu'est-ce que tu leur dirais pour terminer? Mais non, moi je suis nul pour ces trucs de mots de la fin, tu sais, pour de dire un truc catchy, donc j'ai besoin de te connaître. Mais Vas-y, je on va le crois faire que ensemble alors. Mais je qu'est-ce qui crois te vient que du cœur? peut-être le truc, tu sais, genre. J'aime bien, c'est catchy, je crois. Tu sais, le meilleur moment pour commencer à improviser, c'est quand on commence la musique. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ouais. C'est pas mal Ok. ça, non? C'est très très bien. Enfin, Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est ça là. c'est ça. Ils disent pareil pour l'investissement. Le meilleur moment c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est maintenant quoi. Ah ouais, c'est un truc. Ouais, c'est ça. Non, je crois que j'avais entendu. Voilà. Ouais. Mais ok, on est d'accord. Merci beaucoup Arthur et Avec plaisir, bah, merci à très Norton. vite. À bientôt.